Et tout de suite, place à l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Omar, aujourd'hui, nous nous intéressons à l'ouvrage de Jean-Marie Haidt, signé Jean-Marie Haidt, intitulé Mohamed VI, la vision d'un roi, action et ambition. Effectivement, un ouvrage qui a été publié il y a de cela un moment, mais qui reste d'actualité, puisque dans les universités marocaines, on continue d'en évoquer les grandes lignes. Un ouvrage qui revient sur les avancées qu'a connu le Maroc durant ces décennies. On en reparle de façon actualisée. Et nous allons le rejoindre tout de suite à Strasbourg, où il nous attend. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Médian TV. C'est un livre miroir des réalisations et des progrès enregistrés au Maroc durant ces 2 dernières décennies. Mohamed VI, la vision d'un roi, action et ambition, l'ouvrage écrit par l'écrivain universitaire franco-suisse Jean-Marie Haidt, auteur, donc qui est né l'auteur, donc c'est le thème de cet entretien ce matin et c'est justement son auteur qui est notre invité. Il nous attend donc, on le rejoint à Strasbourg. Bonjour à vous Jean-Marie Haidt. Oui, bonjour, très heureux de vous entendre ce matin. Je suis rentré cette nuit, j'étais encore hier à Casablanca et à Rabat et j'avais le soleil et aujourd'hui j'ai la neige ici à Strasbourg. Mais voilà, très heureux de vous entendre et de pouvoir échanger avec vous ce matin. Et oui, j'étais présenté les évolutions dans le cadre de l'ouvrage que j'ai eu le plaisir et l'honneur de publier sur Sa Majesté le Roi, et notamment d'essayer... On va aller point par point. Je rappelle juste que ce n'est pas la première fois que nous parlons de cet ouvrage ici avec vous. Il y a de cela 1 an environ, on en avait parlé ici même. Mais là, on va aller de façon actualisée parce que vous avez évoqué pas mal de choses dans cet ouvrage. Alors, au fil du temps, comment voyez-vous les choses s'améliorer et progresser ? Alors, au fil du temps, les choses ont évidemment continué à s'améliorer. J'écrivais il n'y a pas longtemps dans un article, il y a quelques semaines, que le Maroc avait véritablement progressé de 50 ans pendant cet espace de 22 années de règne de Sa Majesté. Et ce n'est pas que des mots. Véritablement, à chaque fois que j'ai l'occasion de m'y rendre et de rencontrer à la fois des décideurs, mais aussi des gens de la rue, des gens comme vous et moi, nous pouvons échanger et je constate véritablement ces évolutions. Alors, comme on dit, évidemment, tout n'est pas fait en 1 minute, mais dans aucun pays, mais le constat est qu'un élan et qu'une unité de la nation se renforce de jour en jour et elle a des répercussions aussi bien sur le plan économique que social et différents domaines. Alors, si vous permettez, juste un mot pour dire cette unité de la nation, pour moi, j'ai été très marqué non par le simple exploit, excusez le mot, de l'exploit sportif qui a été avec le mondial une démonstration d'une capacité à réussir sur le plan sportif et c'est formidable, mais surtout le symbole de ce Maroc moderne qui réussit dans de nombreux domaines. Et ça a été un moteur qui, une fois de plus, a démontré qu'il y a des objectifs et on peut tendre vers ces objectifs. Alors, on le voyait tout à l'heure sur les images, vous étiez donc cette semaine, comme vous le disiez, au Maroc, plus précisément à Rabat, à la faculté donc, des lettres, où vous avez présenté votre ouvrage. Alors, vous avez évoqué pas mal de choses, je le disais depuis tout à l'heure, notamment en termes de progrès sur le plan des infrastructures. Est-ce aujourd'hui, le Maroc, avec cet acquis-là, peut être une puissance émergente qui répond aux enjeux de la crise post-Covid? Oui, je crois que rien que la période en elle-même du Covid a été une démonstration de la capacité du Maroc à faire face de façon efficace à la situation, alors que d'autres pays ont eu des hésitations, des interrogations, de graves difficultés à s'approvisionner. Et je pense que sous l'impulsion de Sa Majesté, il y a cette volonté de faire en sorte que l'on réponde rapidement et des réponses efficaces ont été apportées
preuve en est, c'est que aujourd'hui d'autres pays sont encore en difficulté face à cette pandémie que nous avons connue, et que le Maroc, lui, s'en est sorti aussi bien que toutes les grandes nations, et même mieux dans certains cas. Donc c'est un exemple concret des évolutions. Alors, vous avez évoqué aussi les aspects diplomatiques, il y a la question du Sahara, on y reviendra tout à l'heure, mais on a vu que ces dernières années, les relations étaient tendues avec un certain voisinage. On ne parle même pas du voisinage immédiat en Afrique du Nord, mais même avec certains partenaires européens. On pense notamment à l'Allemagne, puis à l'Espagne et après la France. Mais on sent en même temps que le rapport de force a évolué le Maroc est aujourd'hui un partenaire, mais ou plutôt un vis-à-vis dont on est obligé de tenir compte. Oui, alors effectivement, ces derniers mois, nous avons connu des moments difficiles de tension, voire de rupture diplomatique durant un temps. Et ce qui est intéressant à remarquer, au-delà de la question qui préoccupait ou qui faisait l'objet de désaccords, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que par le passé, il y a encore quelques années de cela, en moment des ruptures, c'était le Maroc qui allait frapper à la porte des interlocuteurs en disant est-ce que nous pouvons reprendre le sujet et continuer à débattre sur cela. Donc d'une certaine manière en faisant des concessions entre guillemets malgré lui. Or aujourd'hui ce sont les interlocuteurs, vous citiez l'Espagne, vous citiez l'Allemagne, qui sont revenus à la table des discussions. Ce qui veut bien dire que c'est le symbole d'une reconnaissance internationale que autour de la même table, d'égal à égal, les interlocuteurs peuvent échanger et peuvent aborder la destinée mondiale sous les différents aspects. Donc, la donne a véritablement changé, la reconnaissance de la communauté internationale a changé. C'est un processus irréversible qui est en route et je m'en réjouis pour le Maroc. Comment voyez-vous les perspectives de réconciliation totale, ou en tout cas résoudre toutes ces écueils aujourd'hui, tous ces écueils qui plombent un peu parfois certaines relations? On a vu la crise des visas avec la France qui est aujourd'hui résolue. Finalement, selon vous, sur le plan diplomatique, quel équilibre avoir entre un Maroc émergent face à des puissances peut-être occidentales qui doivent changer le regard? Alors, oui, qui change le regard, et ça, c'est un élément important, poser un regard différent. Et le fait de poser un regard différent a véritablement permis de voir aussi différemment l'interrelation mondiale. La relation entre le Maroc et l'Europe en général est ancienne, est connue, était constructive, a connu des accrochages, a toujours des dossiers en suspens, mais le Maroc a su diversifier, et ça c'est une volonté de Sa Majesté, diversifier les interlocuteurs. Et donc aujourd'hui, non seulement le Maroc a réaffirmé son africanité et son rapport avec les autres pays d'Afrique, et il se trouve être reconnu et porteur de bon nombre de dossiers et de domaines, mais également avec d'autres pays de la planète. Donc il n'y a plus qu'une seule voie essentielle et des voies secondaires, il y a une multitude d'autoroutes, si j'ose dire, dans la direction mondiale. Et ça me paraît essentiel pour cette construction marocaine. Alors, cela a été évoqué lors du dernier discours royal à propos donc du Sahara. La question du Sahara est aujourd'hui le marqueur, l'indicateur principal des relations du Maroc avec l'extérieur. On a vu la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara. L'Espagne a fait un pas important, ainsi que l'Allemagne. Finalement, comment l'Europe doit gérer cette question du Sahara avec le Maroc? Attendez, votre son est un peu assuré. Est-ce que vous pourriez repréciser la question? Je n'ai pas bien entendu par rapport au Sahara. Je disais qu'on a eu pas mal d'évolutions sur cette question. Les Américains reconnaissent la marocanité du Sahara. L'Espagne a fait un pas
importants, notamment par rapport à l'initiative d'autonomie. C'est le cas de l'Allemagne, la France aussi a presque la même position. Comment globalement l'Europe, l'Union européenne peut aujourd'hui avoir une position commune favorable à cette question du Sahara, sachant que récemment le roi Mohamed VI disait que cette question reste aujourd'hui l'indicateur principal des relations. Oui, et je crois que Sa Majesté a bien fait d'affirmer, si je peux me permettre, il a bien fait d'affirmer cela à un moment donné. On est dans une histoire de 50 ans à ne plus en finir, en fait, où les choses sont évidentes. Il suffit de s'adresser aux historiens pour que on revoie comment les choses se sont passées. Ce ne doit plus être discutable. Il faut que les choses se réalisent véritablement aujourd'hui pleinement. Alors, il y a le bilatéral avec les différents États, il y a le multilatéral avec notamment l'Union européenne, et je pense que et j'ai bon espoir que les pays qui se sont manifestés clairement et concrètement en installant leur consulat sur place et en reconnaissant les choses telles qu'elles sont. Mais moi, j'irai plus loin. Sa Majesté a toujours été très sensible à un élément central du développement du Maroc, c'est les Marocaines et les Marocains. Et pour avoir été à Dakhla à plusieurs reprises, pour avoir rencontré la population dans la rue et sans autre interlocuteur, je peux dire à quel point il est clair pour cette population qu'elle a mesuré l'évolution et qu'elle est très contente de ce qui s'y passe. Ça n'a plus rien à voir avec le Dakhla d'hier. Et donc, du coup, je pense que prenons en compte, que la communauté internationale prenne en compte les personnes qui y vivent réellement et qui apprécient l'évolution qu'ils connaissent aujourd'hui. Et après, c'est une affaire diplomatique qui me dépasse évidemment, mais j'ai bon espoir que ça ira dans le bon sens. On espère donc que ça ira dans le bon sens. Ces progrès sur l'extérieur, cette affirmation de la voix du Maroc sur l'extérieur est le fruit d'un travail interne que vous avez aussi évoqué dans votre ouvrage à travers donc un développement socio-économique qui a été extraordinairement marqué durant ces 20 dernières années ou ces 23 dernières années. À ce propos, selon vous, quels sont les prochains caps? Alors, je pense que les prochains caps, et d'ailleurs, si je regarde tout simplement le projet de loi de finances 2023 pour le Maroc, c'est la mise en œuvre concrète de tous les aspects à caractère social, donc de couverture sociale pour les personnes en grande difficulté, en situation de pauvreté, de précarité. C'est également la question de la santé qui a vraiment besoin d'être sentie par les Marocaines et les Marocains comme une réalisation concrète au-delà des mots et des bonnes intentions. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est dans les fourneaux à venir très récemment. Et puis, incontestablement, je pense que, et le ministre de l'Éducation nationale, je crois, en a pleinement conscience, il l'a déclaré, c'est une évolution formidable qui doit se produire au niveau de l'éducation des jeunes enfants et des adolescents, pour leur donner un espoir, parce que avoir des projets c'est bien, avoir une unité de la nation c'est bien, mais il faut que la confiance existe, que l'espoir existe et que chaque jeune Marocaine puisse se projeter dans l'avenir. Et je pense que la dimension éducative est essentielle, parce qu'à travers cette dimension éducative et les projets de réalisation, c'est aussi le Maroc de demain que l'on construit. Donc on ne peut qu'espérer que ceci, dans un immédiat proche, va se développer de façon encore plus intense que ce n'a pu être le cas jusqu'à aujourd'hui. Alors, ces réformes sociales donc, qui sont en cours, comme vous l'avez dit, cette année devrait marquer l'accélération donc, de la généralisation de la couverture médicale, entre autres. Alors, on a parlé de pas mal de choses que vous avez évoquées dans votre ouvrage, bien sûr. Il y a aussi le cas de la régionalisation avancée. On a vu que le nouveau modèle de développement lui accorde une part importante. Sa concrétisation, selon vous, comment se dessine-t-elle ? Alors, je pense que la régionalisation avancée est un formidable projet qui va permettre à ce que localement, les uns et les autres qui y vivent puissent décider de l'avenir de ces régions. Donc ça, c'est la base de fond qui est formidable en soi.
Maintenant, il faut que les Marocaines et les Marocains le perçoivent concrètement aussi, là, parce que c'est toujours par la réalisation concrète que les choses sont mieux comprises. Ça implique bien sûr aussi la formation des élus. Alors, je sais qu'elle a commencé à bon nombre d'endroits. Je crois qu'elle doit se poursuivre. On s'improvise pas élu, même si être représentant du peuple et être au service du peuple, il faut devoir, et moi-même j'en ai fait l'expérience il y a quelques années, apprendre entre guillemets le métier d'élu, c'est-à-dire être à l'écoute de la population, pouvoir transcrire les attentes dans des réalisations concrètes, et c'est tout à fait une autre démarche que celle de la mise en œuvre par une préfecture des injonctions d'une capitale. Donc, la réalisation par les élus dans le cadre de la régionalisation va permettre, à mon sens, de booster chacune des régions selon son potentiel, selon les attentes et les possibilités de réalisation. Et ça me paraît quelque chose d'important dans l'urgence de la réalisation pour toujours contribuer à ce Maroc moderne et son évolution pour demain. Alors, une dernière question, Jean-Marie Aide, elle est plutôt globale et elle rejoint celle que j'ai posée presque en début de cet entretien. C'est par rapport à la place du Maroc dans le contexte actuel. On voit toutes ces reconfigurations sur le plan géostratégique qui sont en cours. Alors, quelle devrait être une place de choix pour un pays émergent comme le Maroc ? Écoutez, moi je crois vraiment sérieusement et du fond du cœur que le Maroc est devenu un interlocuteur de haut niveau au niveau mondial, c'est-à-dire non seulement ce que je disais il y a encore quelque temps, un pont entre l'Europe et l'Afrique, ça c'est une liaison importante, mais c'est pas la seule, elle est essentielle, mais c'est pas la seule. Le Maroc doit pouvoir être à la table comme l'a fait le représentant du Maroc aux Nations Unies, mais de façon encore plus prédominante, parce que je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce que dans le monde arabe, il a une représentation et une écoute tout à fait nouvelle qui s'est développée ces derniers temps. Il faut quand même pas oublier, et ça me paraît, on oublie un petit peu de le dire, ce qui me paraît important, c'est que sur le plan de la religion qui est forte au Maroc, l'islam marocain est d'une certaine manière héritière de l'islam andalouse. Et je crois que parce que le roi, commandeur des croyants, est en possibilité de traiter des questions et politiques et religieuses, il a une écoute dans le monde, et ça va servir non seulement le Maroc, ça sert non seulement le Maroc, mais ça va servir aussi les autres pays du monde dans leur rapport et dans leur regard sur la place des religions dans leur propre constellation. Et je pense que le Maroc a vraiment une carte à jouer là. Une carte donc à jouer. Merci à vous, Jean-Marie Aide. Je rappelle que vous êtes auteur universitaire suisse. Vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage, donc Mohamed VI, la vision d'un roi, action et ambition. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Une bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.